Donc, quand tu arrives, il y a ce qu'on appelle les agences. Il y a plusieurs agences ici au Texas qui te permettent, toi, de travailler. Ils vont envoyer tes dossiers, ils vont envoyer tout ce que tu as comme expérience dans toutes ces entreprises. Et la plupart du temps, ça prend dans deux semaines. Et c'est là où tu vas commencer à travailler par-ci par-là dans ce qu'on appelle le warehouse. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que la plupart des Noirs ont commencé. Pour vivre aux États-Unis, il faut avoir l'humilité, tu penses? Je pense que tu dois avoir l'humilité, surtout dans l'état du Texas. Mon frère, la plupart des Blancs ici, par exemple, la plupart des Blancs, ils ne prient pas parce qu'ils ont tout. Tu vois, nous les Africains, on prie pour que Dieu puisse nous donner la voiture. Je pense pas, je vais vous faire rire, mais je pense que même Dieu continue à dire, ah Seigneur, tu me pries pour la voiture. Mais quand tu regardes ici, pour avoir une voiture, c'est très facile, tu n'as pas besoin de prier. Pour avoir une maison, tu n'as pas besoin de prier. Tu pries pour toi. Voilà. Du jour que tu mourras et tout ça, que tu sois avec Dieu lui-même dans les ciels. Tu comprends? Je pense que la prière est très importante pour ton mental, ton physique, spirituellement. Spécialement spirituellement. Parce que quand tu n'as pas Dieu, surtout dans ces pays des États-Unis, tu seras perdu mentalement. Parce que dans ces pays, il ne faut pas nous mentir, dans ces pays, il y a le stress, il y a un high level of stress. Parce qu'à partir du stress, pourquoi on apprend le stress? Parce qu'il y a le bill. La même manière, en Afrique, tu payes pour ta maison. Mon frère, tu vas pas payer pour ta maison dans les toits. Ici, là, ta maison, ça coûte cher. C'est s'intégrer aux États-Unis parce qu'on n'a pas ce respect du temps et tout ça, voilà. On arrive, on te chasse de gauche, on te chasse à droite. Je ne vais pas vous mentir, j'étais aussi dedans. Donc, on te chasse à droite, on te chasse... tu vois, donc tu dois respecter les temps aux États-Unis. Tu te réveilles le matin et tu conduis et tout ça, parce que aux États-Unis, il y a un problème de ce qu'on appelle trafic. Donc, il y a un trafic terrible ici, surtout ici au Texas. Donc, tu dois te réveiller à temps pour battre tous ces trafics et pour arriver au boulot à temps. Donc, c'est ça. Donc, the time is money aux États-Unis. C'est vraiment vrai. Le partout où vous nous suivez, soyez le très bienvenue dans votre nouveau numéro Angela Connect depuis les États-Unis d'Amérique. Comment s'intégrer, comment évoluer, comment se développer aux États-Unis d'Amérique. Nous allons partir de l'expérience d'un Américain d'origine africaine qui est parmi nous ici aux États-Unis d'Amérique. Sans plus tarder, nous allons saluer notre participant de ce soir. Lola Choukra, nous vous saluons. Lola Choukra, je l'ai dit dans l'introduction de l'émission, que vous êtes américain d'origine africaine. S'il faut mieux vous présenter, comment on peut présenter Lola Choukra? Choukra Lola, c'est juste un Africain, of course, grandi en Afrique, précisément à Pointe-Noire. Je le salue, mes amis au Congo-Brazzaville, et arrivé ici aux États-Unis depuis 2009 et a essayé de s'intégrer dans ce pays qui est un pays anglophone, bien sûr. En tant que francophone, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Lola Choukra, comme nous l'avons dit, l'intégration ici aux États-Unis, comment ça se passe, comment se développer, comment se donner une vie aux États-Unis d'Amérique, c'est avec ça que nous allons parler. Comment vous arrivez aux États-Unis d'Amérique? Ça se passe comment? Et vos premiers pas aux États-Unis, vous, venant d'un milieu francophone en Afrique? Vous savez, quand vous êtes francophone, vous arrivez dans un pays anglophone, je pense que la première des choses, on doit se focaliser sur la langue. Oui. Parce que en tant que francophone, vous arrivez dans un pays là où on parle anglais, tu dois essayer de parler cette langue. Tu vois, pour partir dans à la banque, par exemple, à l'école, parler avec des gens, par-ci, par-là. Donc, moi, quand j'étais arrivé, j'étais plus focalisé sur la langue qui est la langue anglaise, bien sûr. Et ça m'a pris, dans le total, ça m'a pris dans les 3 ou 4 ans. Mais il y a un programme qu'ici on appelle aux États-Unis, on appelle, je crois, le ESL. Tu vas dans une classe d'anglais, on t'apprend, donc tu ne seras pas seul, tu seras avec des gens qui parlent espagnol, par exemple, portugais et tout ça. Donc, voilà. Dans ces 4 ans, 3 à 4 ans d'intégration, par exemple, commencer à maîtriser une langue, tu t'es senti découragé, tu croyais abandonner?
tu n'étais pas dans ton assiette. Ça se passait comment? Tu te sentais stressé, fragile, comment? Bien sûr, tu auras tous ces feelings, comme on dit en anglais, bad feelings. Tu vois, non, parce que quand tu viens dans un pays où le monde de vie est totalement différent, tu vois, tu parles les français, ils t'apprennent comment, tu vois, non, tout ce qui est depuis le pays francophone. Mais quand tu viens ici, tout change. Donc, tu as le stress, bien sûr, tu as cette mentalité, tu es abandonné et tout ça, et voilà. Mais il y aura des gens à côté de toi qui vont te soutenir, bien sûr, qui vont t'aider à t'intégrer et tout ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Quels sont les tout premiers documents que tu devais avoir? Parce que l'administration américaine devait te connaître. Ça se passe comment? Bon, quand tu arrives aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la green card. C'est comme une certaine carte d'identification, je crois. Donc, ils mettent ton nom, là où tu viens et tout ça. Tant que tu n'as pas ce qu'on appelle la green card, tu ne peux rien faire. Donc, tu dois avoir cette green card et puis tu dois avoir ce qu'on appelle l'autorisation de travail qui va te donner cette chance d'aller au travail et tout ça, voilà, d'aller même à l'école et tout ça. Tant que tu n'as pas ces papiers, tu vas aller nulle part. Et je pense que quand tu arrives, on va plutôt, tu auras peut-être 2 mois ou 3 mois, je crois, pour qu'on puisse te le donner et puis commencer maintenant à partir, tu vois, partout à l'école, au travail, voilà. Et alors, à quoi sert le carte du social, par exemple? Social card. Tu parles de Social Security. Et Social Security. Le Social Security, c'est comme une certaine identification où chacun a son propre numéro. Donc, ton social ne peut pas être mon social. Le social de monsieur X ne peut pas être le social de monsieur B. Donc, chacun a son social sécurité, ça te représente toi. Donc, partout là où tu vas, quand on te demande ton social, quand tu donnes ton numéro, ça te représente toi. C'est personne d'autre que toi. Tout ton parcours aux États-Unis. Tout ton parcours, c'est vraiment ton social. Tout ton parcours. C'est comme ça qu'ils sont vraiment, ils sont très bien organisés. Et deuxième difficulté, oui, tu as passé cela. Le déplacement, ça se passe comment? Vous êtes aidé, vous êtes transporté directement aux États-Unis, vous devez apprendre à conduire. Qu'est-ce qui suit après? Quand tu viens aux États-Unis, c'est que tu dois vraiment, comme je l'ai avant, la première des choses, c'est la langue. Et puis la deuxième des choses, tu dois avoir une voiture. Parce que, surtout quand tu es dans un pays comme le Texas, parce qu'au Texas, il n'y a pas de métro, je ne sais pas moi, de train comme à New York. Ici, c'est sans les voitures. Quand tu as une voiture, tu auras la possibilité de te déplacer en A to Z. Parce que quand tu n'as pas une voiture, par exemple, et tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider et tout ça, la personne que tu demandes, lui d'abord, il est vraiment busy. Tu vois, son niveau de travail, son schedule de travail, ça va être peut-être du matin jusqu'à, je sais pas, à minuit. Je sais pas, comment il aura le temps de venir te chercher et puis de t'aider. Of course, si tu ne connais pas, tu vas lui dire que non, le monsieur est de mauvaise foi, et tout ça. Mais ce sont des réalités de ces pays. Donc, ça dépend aussi de quelle ville où tu es. Parce qu'ici, au Texas, c'est souvent des voitures. Donc, tu dois te focaliser sur la voiture. Il faut apprendre à conduire. Apprendre à conduire. Coûte que coûte. Parce que les États-Unis, c'est un pays qui va te, comment on dit ça? T'aider à grandir. T'aider à grandir, à être indépendant. Si tu n'as pas cet esprit dans la tête, en fait, tu vas souffrir. De partout où nous suivez, nous sommes avec vous dans Wangila Connect depuis les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas. Nous sommes ici à Dallas, plus précisément à Irving, où nous recevons Lola Chouka, américain d'origine africaine. Il est en train de partager son expérience par rapport à son intégration aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, vous avez totalisé combien d'années d'établissement aux États-Unis? Depuis 2009 jusqu'en 2023, plus de 10 ans. Plus de 10 ans vraiment, et aujourd'hui, tu es américain. Je connais tous les États-Unis. D'accord. Mais Lola, les premiers pas dans le monde professionnel, comment ça se passe? Parce que pour pouvoir s'établir, tu as parlé de la Green Card, Social Security,
Deuxième élément, tu as dit il faut savoir conduire, avoir un véhicule parce que sans ça, tu ne pourras pas te déplacer. Tous ceux qui sont avec toi, même s'ils sont membres de ta famille, même tes parents, ont leur schedule de travail, ont leur rendez-vous, ont leur... Parce qu'ils doivent être là, c'est impératif. Maintenant, pour pouvoir être autonome, avoir de l'argent, pouvoir vivre, parce que tu dois te nourrir, ainsi de suite, comment ça se passe, tes premiers pas dans le monde professionnel aux États-Unis? Ça, c'est parmi les expériences les plus difficiles, surtout pour moi africain. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Tu vois, il y a d'autres personnes, quand ils arrivent aux États-Unis ici, ils pensent que parce qu'ils ont des diplômes, tout ça, ça sera directement, on va te mettre dans une entreprise, tu auras des positions. Non, c'est pas ça du tout. L'Américain ne considère pas nos diplômes, désolé, il ne considère pas nos diplômes. Tu dois reprendre encore toutes tes années scolaires ici aux États-Unis pour t'aider à, à avoir cette certaine level ici. So, quand j'étais arrivé aux États-Unis, ici au Texas, ils ont un système qu'on appelle le système de warehouse. Tu vois, tu commences avec des boulots et par-ci par-là, ils te payent dans les 13, 14, 15 et dans le temps, c'était moins que ça. Donc, quand tu arrives, il y a ce qu'on appelle les agences. Il y a plusieurs agences ici au Texas qui te permettent, toi, de travailler. Ils vont envoyer tes dossiers, ils vont envoyer tout ce que tu as comme expérience dans toutes ces entreprises. Et la plupart du temps, ça prend dans deux semaines. Et c'est là où tu vas commencer à travailler par-ci par-là dans ce qu'on appelle le warehouse. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que la plupart de nous ont commencé. Pour vivre aux États-Unis, il faut avoir l'humilité, tu penses? Je pense que tu dois avoir l'humilité, surtout dans l'État du Texas. Parce que en tant que Texan, il n'y a pas petit boulot, il n'y a pas grand boulot. Tout boulot est un boulot. Donc il faut avoir l'humilité et la patience aussi. Quelle est la place de la patience et l'humilité en vivant aux États-Unis d'Amérique, surtout au Texas? Surtout dans le Texas, la patience, tu dois avoir ce qu'on appelle une très grande patience. Parce que quand tu arrives avec ces bagages d'Afrique, avec ton diplôme, tu vois, par exemple, tu es un directeur, par exemple en Afrique, au Congo, au Cameroun, whatever. Right? Quand tu arrives ici, tu penses que tu emmèneras ton bagage de directeur ici. Ici, ça ne marche pas. Impossible. Donc, tu dois reprendre avec des formations. Tu dois reprendre avec la langue anglaise, surtout pour nous, les francophones. Tu vois, parce que les anglophones sont différents. En tant que francophone, quand tu arrives aux États-Unis, surtout dans l'État du Texas, c'est totalement différent. Tu vois, tu dois passer du temps à parler la langue et s'intégrer, puis commencer le travail par-ci par-là. Donc, il faut avoir cette humilité. Tu dois commencer très bas pour arriver dans ces niveaux step by step. Là, nous allons parler maintenant des autochtones que l'on trouve ici, les Américains, les Texans, parce que nous sommes au Texas. C'est vrai que toi, tu as l'expérience de tous les États-Unis, tu as été à Miami, tu es partout, Boston. Comment sont les Texans eux-mêmes? Comment sont les Américains? Ils sont méchants, ils sont bien avec les gens, ils sont comment? Ils sont comme des Africains, accueillants? D'après mon expérience, parce que je ne connais pas les expériences d'autres personnes, je pense que l'Américain est très ouvert, surtout le Texan. Les Texans, il y a quelqu'un qui... ils sont ouverts, tu vois. Et puis, ils ne sont pas comme francophones. Hein. Quand tu vas, par exemple, en France, c'est différent. Mais ici, les Américains sont très différents. Même quand tu parles un anglais qui est un peu... qui n'est pas stable, un anglais qui est un peu très bas et tout ça, ils s'en foutent. Donc, ils te reçoivent de la manière que tu es arrivé, ils te demandent même, where you from? Et quand tu lui dis, par exemple, tu es africain, tu es de ce pays-là, ils sont même intéressés. Ils t'aident même à t'apprendre l'anglais et tout ça. Donc, je pense qu'ils sont très ouverts. D'après moi, ils sont vraiment très ouverts. Ils sont très ouverts, ils veulent savoir qui tu es, ainsi de suite. Et tout ça, donc ils essaient de comprendre un peu quel genre de personne tu es, et puis voilà, c'est ça. D'accord. Lola Choukra est notre invité depuis les États-Unis d'Amérique. Vous nous suivez au Sénégal, au Congo-Brazza, vous nous suivez en France, vous nous suivez à Montréal, vous nous suivez partout dans le monde. Nous sommes ici avec Lola Choukra, américain d'origine africaine. Il est en train de partager son expérience afin que ça puisse servir aux autres. Ce qui est vrai, son expérience n'est pas l'expérience de tous les Africains aux États-Unis. Mais lui, il partage ce que lui, il a vécu avec sa manière de voir
les choses. Là, nous avançons. Quand vous êtes ici aux États-Unis, vous arrivez, vous allez habiter chez quelqu'un ou carrément vous avez la capacité d'aller chez vous, trouver une maison et habiter? Je ne pense pas que tu as la capacité de partir chercher quelqu'un. Tu dois avoir quelqu'un ici. Si ce n'est pas le membre de ta famille, c'est tes amis ou bien les amis de l'école et tout ça, tu dois toujours avoir quelqu'un ici. Parce que quand tu es tout seul, tu arrives ici, ça sera très. C'est déjà difficile pour nous. Tu vois, même quand tu as quelqu'un ici. Mais quand tu viens là où il n'y a personne et tout ça, c'est plus compliqué. La cohabitation avec tes frères et sœurs américains d'une même origine ici, comment ça se passe? Toi, tu as ton entendement africain et ce que tu trouves ici, ça match, il y a un écart, leurs mentalités ont évolué, tu es surpris, comment ça se passe? Bien sûr, d'abord quand tu arrives ici, tu es surpris. Et puis de deux, la mentalité est totalement différente. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Que tu avais connu, tes frères que tu avais connus sur le continent, Bien. Tu étais là, vous partagez tout, vous mangez ensemble. La mentalité change. Que tu le veuilles ou pas, déjà quand tu passes 5 ans déjà ici aux États-Unis, ta mentalité change. Tu n'auras plus la même mentalité que tu as en Afrique. Et quand tu vois tes frères ici, africains, ici dans ce pays, ils sont africains. Tu vois, ils sont africains, ils mangent africain, mais leur mentalité est différente. Ils deviennent durs, ils sont difficiles, ils ne sont pas accessibles, ils sont comment? Non, je pense qu'ils deviennent plus ce qu'on appelle en anglais positifs. Ils sont plus positifs. Tu vois, leur mentalité est plus positive et puis ils sont plus combattants, ils sont plus, ils croient à ce qu'ils font. Tu vois, c'est un peu différent avec la mentalité en Afrique. Lola, nous arrivons à cette partie où vous devez maintenant vous construire. Vous vous dites, je suis aux États-Unis, c'est mon nouveau chez moi, c'est ma maison. Donc c'est là où il y a mes enfants, ma famille. Comment on se construit en termes de richesse, en termes de possession, en termes d'argent? Est-ce que tout travail peut produire de la richesse? Est-ce que tu peux planifier ta réussite aux États-Unis? Ou de manière directe, comment planifier ta réussite ici aux États-Unis d'Amérique? Je pense que les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Je ne sais pas trop à partir de l'Europe et tout ça, mais je pense que les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Ça te donne l'opportunité de faire, d'accomplir ce que tu as dans ta tête. Mais comme je dis, tu dois commencer d'abord très petit. Tu vois, tu dois avoir ce qu'on appelle warehouse job, like in Texas. Donc, tu vas commencer très petit et puis par ce que tu gagnes et tout ça, tu essaies un peu de construire tes projets, tu essaies un peu de penser à ce que tu veux faire. Et puis au futur, si tu veux être ton propre, comme on dit en anglais, your own boss, tu peux être ton own boss. Donc, je pense que les États-Unis donnent l'opportunité à tout le monde, sans exception. Il suffit que tu puisses avoir quelque chose dans la tête et essayer un peu d'étudier ton projet. Parce que tu vois, il y a l'Internet ici. C'est pas un pays là où ce sera difficile de rentrer sur l'Internet, sur YouTube, tout ça là, essayer de comprendre ce que tu veux faire. Je pense que ça te donne déjà l'opportunité. Puis tu essaies de parler avec les gens qui le font. Tu essaies un peu de te renseigner avec les gens qui veulent le faire. Tu comprends? Et je pense que les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Donc, tu dois commencer d'abord à un travail comme tout le monde, right? Ce qu'on appelle chez nous aussi le warehouse. Et tu essaies de t'organiser. Essayer de sauver de l'argent s'il faut le faire, et puis aller de l'avant. Comment construire son crédit? Parce que les gens veulent comprendre. On était en Afrique, on achetait tout content, on pouvait faire sortir de l'argent, acheter une voiture, ainsi de suite. Mais comment construire son crédit ici aux États-Unis? C'est quoi construire son crédit? Tu sais, c'est un grand problème pour nous ici, les Africains qui vivent aux États-Unis. On pense que tu vois, voilà pourquoi je parlais des mentalités. Ici, quand tu arrives, comme tu le dis, c'est un problème de crédit. Mais quand tu es en Afrique, tu payes les choses par cash. Tu veux une voiture, tu ne le paierais pas cash. Tu veux une maison, tu ne le paies pas cash. Je pense que les pays anglophones, c'est comme ça qu'ils font. Même en Afrique, là, ils ont des trucs de crédit. Ici, pour construire un crédit, on va te proposer par exemple une carte. Je ne sais plus encore comment on appelle ça, mais il y a avec un petit montant de $200, $500.
Donc, on te donne cette carte et toi, avec cette carte, tu dois acheter n'importe quoi, tout ce que tu veux. Mais tu dois remettre de l'argent chaque semaine ou chaque 2 semaines. Tu vois, par exemple, s'il faut acheter une montre, par exemple, qui te coûte $50, tu prends la carte, cette carte de crédit, tu l'achètes. Tu vois, mais il y a un certain montant que tu ne peux pas dépasser. Et il y a un certain montant que tu dois toujours rembourser chaque semaine. Et quand tu le fais, ça te construit ton crédit. Et puis, quand tu as un certain niveau de crédit, tu as la possibilité de prendre une maison qui te coûtera par exemple $500,000 au lieu de mettre par exemple ce qu'on appelle le down payment qui va te coûter tellement. Tu auras cette possibilité de mettre avec un petit amont d'argent parce que tu as un bon crédit. Donc quand tu as un bon crédit, ça te donne la possibilité de changer de voiture, ça te donne la possibilité d'acheter des maisons, ça te donne la possibilité de prendre n'importe ce que tu veux. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais quand tu n'as pas un bon crédit, ça te donne, tu as tellement de difficultés. Même quand tu as l'argent cash comme ça te donne, tu auras des difficultés. Donc tu auras des difficultés même si tu as de l'argent. Donc tu auras des difficultés. Donc le crédit ici aux États-Unis, c'est très très important. Je pense qu'en tant qu'Africain, quand tu vis aux États-Unis, tu dois te focaliser sur ton crédit. Beaucoup de parents africains ne diront pas ça. Tu vois. Beaucoup de frères africains ne diront pas ça. Mais à la fin, quand tu veux t'intégrer dans ces pays des États-Unis, tu dois avoir un bon crédit pour aller de l'avant dans le business, par exemple, dans acheter des maisons, comme je l'ai dit, de voitures et par-ci par-là, tu dois avoir un bon crédit. Voilà. Vous nous prenez de cours, vous êtes dans notre programme depuis les États-Unis d'Amérique, ou Angela Connect, où nous recevons ici un citoyen américain d'origine africaine, Lola Choukra. Lola Choukra, quelles sont les erreurs à ne pas faire quand tu fais des achats? Par exemple, l'achat d'une voiture. Tu dois l'acheter chez un concessionnaire accrédité ou pas. Comment ça se passe les achats des biens ici? Parce que nous avons remarqué beaucoup de nos frères africains ont subi des coups. Et quelles sont les anecdotes que tu peux nous raconter par rapport à cela? Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, personnellement, j'ai essayé de coûter. Donc, quand j'étais arrivé aux États-Unis, je me suis acheté une voiture normale. Voilà, une voiture. J'avais acheté. C'était cash, une voiture cash. Et je l'ai acheté. Je conduisais normalement comme tout le monde. Et je vous jure, ma voiture s'est arrêtée en plein milieu de la rue. Je vous jure, ma petite fille était derrière moi. Elle criait parce que il faisait très chaud dans la voiture. Et après ça, j'ai acheté une autre voiture encore. Et c'était des voitures moins chères. C'était des voitures moins chères, mais qui étaient en bon état. Mais la plupart des temps, 2-3 ans après, ça s'arrêtait. Et après, je me suis dit, ok, je vais m'acheter une voiture un peu plus, comment on dit, expensive, un peu plus chère, mais qui est en bon état. J'ai pris une voiture plus chère, en bon état, et qui m'a permis d'aller de A à Z et B. Donc, ça a pris du temps, jusqu'à maintenant, j'ai cette voiture. Donc, il faut t'acheter une voiture en bon état. Parce que si tu t'achètes une voiture qui n'est pas en bon état, mon frère, tu vas souffrir. À qui ou comment peux-tu acheter cette voiture en bon état? Tu dois aller auprès d'un dealer accrédité, un concessionnaire accrédité. Tu es obligé de partir à un dealer accrédité. Donc, tu prendras cette voiture à crédit. Ça, je parle de voiture en bon état. Mais si tu t'achètes une voiture, tu vois, une voiture qui va s'arrêter le prochain vendredi, c'est ton papa qui va venir t'aider. Donc, tu dois partir dans un dealer. Voilà pourquoi on parle de crédit. Tu dois partir dans un dealer, t'attraper une voiture qui sera en bon état, donc qui coûtera cher. Tu vois, ce sera un peu plus cher. Donc, chaque fin du mois, tu vas commencer à payer un certain amende. Mais elle est assurée. Mais elle est assurée. Tu comprends? De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Lola Choukra, d'origine africaine, il est américain. Plus de 10 ans d'intégration aux États-Unis d'Amérique. Donc, nous échangeons avec notre frère africain. Lola Choukra, nous allons parler des assurances. Ça se passe comment? Parce que souvent, il y a un terme qui revient souvent. Il faut avoir l'assurance santé, l'assurance ceci. Pourquoi on doit vivre aux États-Unis en ayant des assurances?
Vous savez, comme je dis, il y a un problème de mentalité. En Afrique, on s'en fout des assurances. Tu vois, tu es malade, tu pars quelque part dans un marché, tu t'achètes des produits et puis tu prends et puis tu guéris. Mais d'après mon expérience aux États-Unis, c'est très important d'avoir l'assurance maladie, l'assurance, comment on appelle, ta voiture et tout ça, parce qu'il y a des choses qui se passent. Par exemple, si tu es malade, right, très grave et tout cela, tu dois avoir cette assurance pour aller à l'hôpital et puis te soigner, tout ça. Même si tu tombes ici, quand ils viendront te chercher, ils vont même pas demander ton assurance. Ils vont te soigner, qui est très différent en Afrique. Ils vont te soigner. Ils vont pas te demander ton assurance. Ils vont te prendre et t'emmener à l'hôpital. Mais à la fin de la journée, ils vont regarder si tu as l'assurance. Pour avoir plus de soins, plus, comment on dit ça, deeply, to have a deep, qu'on puisse te traiter vraiment de manière approfondie. Il faut avoir l'assurance. Donc c'est très important. En tant qu'Africain, s'il vous plaît, mes frères et sœurs qui sont aux États-Unis, c'est très important. Mais ceux qui disent qu'avoir l'assurance, c'est encore dépenser de l'argent, c'est la mentalité. Ils ont peur, voilà, ça va coûter cher. C'est la mentalité. Maintenant, si tu tombes malade, comment ça va se passer? S'il faut qu'on puisse avoir comment on appelle ça, des soins approfondis, tu as besoin de ces assurances. Pour avoir des produits et tout ça, par exemple, il faut avoir cette assurance pour aller avoir un check-up by every month or every 2 weeks or whatever. You need it. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le corps. Tu es là, tu te mets debout, ou bien tu t'assois, tu penses que tu es en bonne santé, mais tu n'es pas. Donc il faut avoir cette assurance pour aller à l'hôpital tout le temps pour un check-up. Right? C'est que nous, on n'a pas cette mentalité, nous, Africains. Nous, on pense que parce qu'on marche tout le temps, on est là debout, on est en bonne santé. Non, voilà pourquoi on meurt tout le temps en Afrique, là, parce qu'on n'a pas ce temps d'aller à l'hôpital tout le temps pour avoir ces genres, ce qu'on appelle le check-up. Et là, nous arrivons au respect des règles américaines. Parce que quand vous arrivez quelque part, vous devez respecter les lois et les règles établies. Premièrement, la notion de respect du temps. Pourquoi on doit respecter le temps ici aux États-Unis? Le respect des rendez-vous, le respect de l'heure d'arrivée au travail, le respect de l'heure de fin. À quoi ça sert? Quand on est en Afrique, on ne connaît pas le concept du temps. C'est de 6 h du matin jusqu'à 14 h. Quand tu commences à dépasser, tu commences à venir en retard, les Américains ne bloquent pas, ils vont te chasser. Là, il n'y a même pas de question et tout ça. Tout ce qu'un Américain fait, ils respectent leur temps. Tu peux être en retard 1 fois, 2 fois, mais tu ne peux pas être en retard 3 ou 4 fois. Si tu es en retard, en tout cas, ils vont te chasser. Ce ne sera pas ton papa là qui va venir t'aider, tout ça. Ils vont te chasser. Eux, ils respectent le temps. Donc, voilà pourquoi nous, Africains, on a un peu ce problème ici de s'intégrer aux États-Unis parce qu'on n'a pas ce respect du temps et tout ça. Voilà. On arrive, on te chasse de gauche, on te chasse à droite. Je ne vais pas vous mentir, j'étais aussi dedans. Donc, on te chasse à droite, on te chasse. Tu vois, donc tu dois respecter les temps aux États-Unis. Tu te réveilles le matin et tu conduis et tout ça parce que si aux États-Unis, il y a un problème de ce qu'on appelle trafic. Donc, il y a un trafic terrible ici, surtout ici au Texas. Donc, tu dois te réveiller à temps pour battre tous ces trafics et pour arriver au boulot à temps. Donc, c'est ça. Donc, the time is money aux États-Unis. C'est vraiment vrai. Dans l'hôpital, il faut respecter le temps. Partout, les rendez-vous. Partout. Quand ils te disent, ils t'envoient un schedule, ils disent que tu dois venir voir le docteur à 15 h, tu dois venir voir le docteur à 15 h. Parce que after 15 h, il y a quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Donc, ils vont te renvoyer encore pour un autre week-end. Donc, c'est terrible. Donc, il faut vraiment respecter le temps. Respect de temps. Ouais, c'est très important. Le respect de la loi. La police, les feux de la route, voilà. Ainsi de suite. Comment ça se passe? Je pense que nous, Africains, on fait un bon travail de ce côté-là. En tant qu'on respecte. L'Africain a peur des problèmes. Mon frère, tu connais déjà, nous, on vient là. Chez nous, là-bas, quand le policier te parle, tu essaies de parler, il te donne un coup. Donc, on arrive avec cette mentalité ici. On arrive avec cette mentalité ici aux États-Unis. Donc, nous, le policier, quand il arrive, on respecte. Je me souviens quand j'étais arrivé ici en 2010, tu vois, j'étais jeune et tout ça là, les policiers arrivent et tout ça là. Moi, déjà, dans mon cœur, je me disais, wow, Je me disais dans ma tête que la police, comme en Afrique, là, c'est seulement ici.
Donc le policier, quand il me parle, là, je ne les regardais même pas. J'étais là, je tremblais. Je lui dis, oh, monsieur, ta carte et tout ça là. Je prends ma carte, je tremble. Je dis, tu veux que je te donne ma carte? Je lui dis, tu veux que je donne ma carte? Et il dit, oui, ta carte. Je le donne. Il me dit, oh, tu es africain et tout ça. Je dis, oui, 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 je suis africain. Donc il dit, et puis les policiers américains, je ne vais pas vous mentir, mais quand tu vois un Africain d'origine, ils ont un peu cet esprit de relax parce qu'ils savent que nous, les Africains, on respecte les policiers. Donc, on a peur de recevoir un coup là, ou bien une balle dans la tête. Nous, on n'est pas comme les Noirs américains, c'est là où ils. Ça, on fait un bon boulot. On respecte la police, on respecte tout le monde et tout ça. Voilà, c'est ça. Mais il faut vraiment respecter les lois américaines. Maintenant, comment s'intégrer là où tu habites? Tu as des gens de plusieurs cultures, tu as les Blancs américains, tu as les Noirs américains. Comment vivre dans ce milieu? Je pense que quand tu es surtout africain, quand tu viens aux États-Unis, il faut copier juste les bons côtés. Tu vois, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des très mauvaises choses. Tu peux perdre ta vie comme ça. Voilà. Tu peux perdre ta vie très rapidement et puis voilà, tout le monde oublie, on pleure, tout ça, et puis On passe à autre chose. Donc, quand tu arrives aux États-Unis ici, il faut savoir là où traîner. Il faut savoir choisir tes amis. Il faut savoir. Je vais même faire rien. Il faut même savoir là mettre ton gaz. Là. Ton pétrole, je sais pas moi, ton gaz. La station essence. La station essence. Il faut savoir. Il faut avoir un coup d'œil parce qu'il y a des côtés là où tu vas. Si tu vas, mon frère, tu vas te retrouver, tu vas appeler ton papa, les venir te chercher, ils vont prendre ta voiture, ils vont prendre ton portefeuille. Donc il faut vraiment savoir. Donc, ce qui est vrai, ta sécurité commence par toi-même. Par toi-même. Il faut savoir reconnaître. Mais comment on reconnaît les milieux à aller, à accéder, et les milieux à ne pas accéder? Au début, ça sera difficile pour toi pour le reconnaître, mais quand tu commences à avoir un peu d'expérience aux États-Unis, tu vas commencer à reconnaître ce genre de places. Tu verras, il y aura plusieurs personnes dans le même endroit, et puis avec des musiques un peu compliquées, je ne vais pas citer les noms. Tu verras, ils seront là un peu fumés et tout ça, même si le danger vient de partout. Mais il faut savoir reconnaître, il faut connaître ton. Donc, aux États-Unis, au Texas, on n'habite pas n'importe où. On ne fait pas n'importe qui. Non, je pense que nous, Africains, on fait un bon boulot de ce côté. Donc, on sait choisir des places là où il faut vivre. Donc, tu es souvent chez toi, pas trop circuler. Voilà, pas trop. Non, tu peux circuler. Tu vois? Mais il faut juste reconnaître. Et pour le reconnaître, tu le verras. Tu verras ça. Ouais. Il faut pas juste marcher pour marcher. Il faut savoir garder ta distance. Il faut savoir garder ta distance, il faut savoir choisir tes amis, il faut savoir un peu là où il faut y aller parce que tu peux perdre ta vie. Il faut vraiment faire gaffe. Donc, c'est là où il faut faire gaffe. Il faut vraiment faire gaffe. Maintenant, ceux qui aiment la vie de l'ambiance, enjailler, aller dans les boîtes, ainsi de suite, ce côté africain qui est resté, donc le week-end, de sortir. Comment vivre ça? Parce que ici, aux États-Unis, nous avons remarqué, si tu veux être un bon enfant, tu le seras très très bien. Mais si tu veux vraiment être un mauvais garçon ou une mauvaise fille, tu le seras très bien. Ça facilite. C'est très facile. Comment maintenant garder les pieds sur terre? Parce que nous avons remarqué ici, tu peux faire tout ce que tu veux. Personne n'est, même si tes propres parents n'ont rien à te dire. Comment garder les pieds sur terre? Parce que tout est facile. Tu peux accéder à l'alcool, ainsi de suite. Bon, c'est vrai, tu n'es pas mineur. Mais ceux qui veulent seulement vivre de l'ambiance. Bon, je pense que ça, c'est un problème d'éducation. Alors, si tes parents t'ont bien éduqué, ils ont essayé un peu de te conduire et tout ça, tu peux partir dans des ambiances, mais il faut juste, comme je dis, il faut juste savoir les actions que tu es en train de faire. Comme tu l'as dit, il y a des bars partout, il y a des restaurants partout, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il faut juste savoir comment tu le fais. Tu vois, parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens qu'il ne faut pas traîner avec, il y a des endroits qu'il ne faut pas traîner, il y a des personnes qu'il ne faut même pas share your life, tu vois, en parler de ta propre vie, parce qu'il y a des situations terribles. Tu partages ta vie avec d'autres personnes, et puis quand tu sors dehors, ils sont en train de t'attendre, et c'est des jalousies et tout ça. Donc, il faut essayer un peu d'être intelligent de ce côté. Et puis, je pense que nous, Africains, on est très forts de ce côté. Je pense qu'on connaît comment reconnaître ces dangers et puis là où il faut y aller ou pas. Et je pense que, là, bon, par exemple, moi, j'aime bien les restaurants. Je passe plus mon temps dans des restaurants et tout ça, où je vais partir dans votre ville.
Et voilà, je sais quand même. Nous allons terminer ce magazine. Nous prenons déjà la dernière ligne droite. C'est lié d'amitié. Avoir une copine noire américaine, avoir une copine américaine, française. On ne juge pas. Mais pour le noir, l'Africain qui arrive ici, comment ça se passe? Il doit choisir, savoir choisir. Il doit se laisser aller facilement. Comment il doit vivre? Ça, c'est un très bon sujet. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle child support. Child support. Ouais. Quand tu es enceinte une fille, et la fille a ce pouvoir maintenant de t'emmener voir un juge, et puis, of course, ici aux États-Unis, ce qu'ils vont faire, tu vas commencer à payer. Ah bon? Ouais, tu vas commencer à payer pour sans demander ton avis. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est la femme qui a. Même si c'était un coup de foudre d'une journée. C'est la femme qui a plus d'autorité ici. Donc aux États-Unis, c'est la femme qui a plus d'autorité. Oui, que personne ne te ment. Tu vas payer pour cet enfant jusqu'il aura 18 ans. Même si tu ne le connais pas, même si tu n'as pas voulu. Si c'est ton enfant, là, le DNA, là, tout ça, et voilà, tu vas payer pour cet enfant jusqu'il aura 18 ans. Alors, ça signifie que si tu gagnes $1000 chaque semaine, tu vas commencer à diviser cet argent en deux, même plus que ça, pour payer pour cet enfant. Et puis, tu sais déjà, ça va te pénaliser. Ça va te pénaliser. Sans demander l'aval de l'homme ou bien il veut de cet enfant. Tu vas partir voir le juge, et puis le juge, ils vont dire, et voilà, tu vas payer pour cet enfant. Sans demander ton avis? Tu seras là, ils vont te parler, ils vont juste te prévenir. Te prévenir, mais sans avoir ta décision. Non, ils n'ont rien à foutre avec ta décision. Tu vas payer. Ne me dis pas ça. Oui, tu vas payer pour cet enfant jusqu'à 18 ans. Donc voilà pourquoi nous, les Africains, on doit faire très attention avec les femmes qu'on épouse. Tu vois? Les Américains, ils ont une autre mentalité. Ça, je ne vais pas vous mentir. L'Américain a une autre mentalité. Je n'ai pas dit qu'ils sont mauvaises. Tu vois, il y a des bonnes femmes aussi par-ci par-là. Mais la mentalité américaine et la mentalité africaine est tellement différente. Donc, si tu es, comme on dit en anglais, if you're ready for it, tu peux partir pour ton enfant. Mais quand ça commence à devenir chaud pour toi, c'est ton papa qui va venir t'aider là-bas. Parce que ça sera tellement différent. Tu vois, la nourriture est différente et tout est différent. Donc, tu peux vraiment savoir choisir ta femme. Et je pense que la plupart des Nord-Africains ici, c'est marié entre nous. Hein. Tu peux pas être directement du Congo ou du Sénégal ou bien c'est d'autres pays africains, tu vois, parce que notre culture africaine est un peu plus rapprochée. Et je pense, moi personnellement, je pense que c'est plus mieux pour un Africain de se marier avec une Africaine. Donc tu veux nous dire ici qu'il est important, même si tu es intégré aux États-Unis, de garder ses valeurs. De garder ses valeurs. Pourquoi l'on doit garder ses valeurs? Mais regarde tout autour de toi, mon frère, tu vas te perdre. Ici, c'est un pays qui en fait, pour comprendre, il faut être aux États-Unis. C'est un pays qui, comme je dis, c'est un pays qui est vraiment bien dans le sens où tu peux faire tout ce que tu veux, mais c'est aussi un piège parce que tu vas perdre tes valeurs. Et pour être honnête avec vous, on est l'un d'eux. Je suis l'un d'eux. Moi, j'ai voulu perdre mes valeurs. On a voulu tous perdre nos valeurs, mais Dieu merci, et nos parents sont très forts et tout ça. Alors, tu te sentais déjà que non, Lola était en train de partir. J'étais en train de partir. Donc, il faut vraiment, c'est très important d'avoir aussi ses amis africains. Moi, je pense que c'est très important d'avoir cet entourage africain pour garder tes valeurs. Tu vois, non? Parce que tes amis africains, tes parents africains, ta femme africaine te rappellera, hey, tu es africain et tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Parce qu'on est différents. Que personne ne vous mente. C'est vrai qu'on a la même couleur et on ressemble tous aux Américains, on est tous pareils physiquement et tout ça là, mais dans la tête, on est différents. On est différents. On est tellement différents. Lola, quelle est la place de la prière? Est-ce qu'il faut, comme tu es aux États-Unis, est-ce qu'on doit aussi prier? Il faut avoir confiance en Dieu. Bien sûr. Est-ce que ça aide aussi les Ça aide aussi. Moi, je pense que... Quand tu passes des moments difficiles. Ouais. Je pense que c'est très important. C'est très important. Tu sais, mon frère, la plupart des Blancs ici, par exemple, la plupart des Blancs, ils ne prient pas parce qu'ils ont tout. Tu vois, nous, les Africains, on prie pour que Dieu puisse nous donner la voiture. Je pense pas, je vais vous faire rire, mais je pense que même Dieu continue à dire, ah Seigneur, tu me pries pour la voiture?
Mais quand tu regardes ici, pour avoir une voiture, c'est très facile, tu n'as pas besoin de prier. Pour avoir une maison, tu n'as pas besoin de prier. Tu pries pour toi. Voilà. Du jour que tu mourras et tout ça, que tu sois avec Dieu lui-même dans les ciels. Tu comprends? Je pense que la prière est très importante pour ton mental, ton physique, spirituellement. Spécialement spirituellement. Parce que quand tu n'as pas Dieu, surtout dans ces pays des États-Unis, tu seras perdu mentalement. Parce que dans ces pays, il ne faut pas nous mentir, dans ces pays, il y a le stress, il y a un high level of stress. Parce qu'à partir du stress, pourquoi on apprend le stress? Parce qu'il y a le bill. La même manière, en Afrique, tu payes pour ta maison. Mon frère, tu vas pas payer pour ta maison dans les toits. Ici, là, ta maison, ça coûte cher. Et à part ta maison, il y a le courant, il y a de l'eau, ta voiture, il y a la nourriture. C'est pas facile. Donc, tu te retrouves dans les moments où il y a le stress et tout ça, et surtout pour les gens qui sont entrepreneurs comme toi et tout ça. C'est très difficile. Donc, ce n'est pas la même chose comme en Afrique. En Afrique, c'est différent. Très différent. La manière que tu payes ta maison en Afrique, la manière que tu payes ton électricité en Afrique, elle est complètement différente avec ici. Ici, c'est tellement élevé et ça te donne le stress et tout ça. Nous allons terminer avec un dernier point. Comment tu te lances dans tes propres affaires? Parce qu'aujourd'hui, Lola, toi, tu es entrepreneur établi aux États-Unis. Comment on se lance? C'est difficile, c'est compliqué, c'est facile? Tout est difficile. Il n'y a rien qui est facile. Moi, par expérience, quand quelque chose est facile, non, ça va pas. Tout est difficile aussi aux États-Unis. Mais la différence entre les États-Unis et tous ces pays aux alentours, les États-Unis te permettent, tu vois, te permet de faire ce que tu veux faire. Il n'y aura personne qui va te stopper. Il n'y aura rien qui te stoppera. Donc, tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu penses dans la tête, tu peux le faire. C'est ça les États-Unis. Tout ce que tu es en train de faire comme entrepreneur, tu es en train de faire comme projet, tu le feras aux États-Unis. Il suffit que tu puisses avoir Dieu, le courage, la force, la santé et tout ça, tu iras de l'avant. Dans quoi tu entreprends actuellement aux États-Unis, ici à Dallas, Texas? Pour le moment, je suis dans le transport. Tu es dans le transport. Je travaille avec plusieurs compagnies. Voilà. Et ça te prend le temps. Comment tu planifies pour le faire? Voilà, le temps est un piège parce que tu dois avoir le temps pour ta famille, tu dois avoir un temps pour toi-même, tu dois avoir un temps pour tes amis, et voilà, un peu ça. Parce que, tu vois, aux États-Unis, comme je dis, le temps est vraiment précieux. Pour faire plus d'argent, tu dois passer plus d'heures dans tout ce que tu fais. Mais il faut savoir faire une balance. Voilà. Moi, personnellement, c'est une balance que je fais. Je travaille certains jours. C'est un certain jour, je prends soin de moi-même, tu vois, le sport, la maison, la famille, ma petite fille, voilà. Un dernier mot pour mettre un terme à ce programme. Je pense qu'avec ton agenda, tu pourras encore revenir pour d'autres expériences à partager aux États-Unis d'Amérique. Tout ce que je veux dire à mes frères africains qui sont en Afrique, je pense que l'Afrique est un joli continent et puis en tant qu'Africain, il faut être fier d'être africain parce que quand tu es aux États-Unis ici, c'est là où tu verras que l'importance d'être africain. Tu verras que non, c'est une bénédiction d'être africain. Parce que quand tu es africain, tu te rends compte que tu as tout en Afrique. Et je souhaiterais dans nos présidents africains, si un jour on peut parler de ça, qui puissent avoir cette idée, par exemple, de construire ce qu'on appelle de warehouse, comme on dit ici au Texas, pour avoir du boulot en Afrique et tout ça. Parce que l'Afrique est un continent super. On a tout, on a de l'or, on a à manger, on a toutes ces ressources humaines. Et je pense qu'en tant qu'Africain, on doit être fier d'être africain. Lola, can you give an explain for the message in the talk show? I mean, I'm just happy to be here and to share everything with you guys. And like I said, I believe to be African is a blessing. You know, for an African guy who lives in the US, it's a blessing to be Africans. And I hope everybody who's watching this show is going to have a little bit an idea about the US, because the US is a beautiful country. It's a country that will help you to have everything, like, you know, work, whatever you want. It helps you to have everything. But you have to be smart, you have to be strong mentally, you have to have courage and everything, because this is super important. But hey, I'm proud to be African in America, of course. Yes. Thank you so much, Lola. Thank you. Un grand merci, Lola, pour avoir accepté d'être parmi nous. En tout cas, merci. De partout, vous nous avez suivis. Nous avons reçu pour vous, depuis les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, plus précisément à Dallas, Lola Shukra, américain établi plus de 10 ans ici aux États-Unis.
Il est d'origine africaine, il est entrepreneur, il a partagé son expérience concernant l'intégration ici aux États d'Amérique. Restez branchés à Wangila Connect. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.